Bonjour à tous et à toutes sur les ondes des humanités présentées par le lycée Notre-Dame sur les ondes de Radio Club. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau film à analyser, le film Au nom du Père, réalisé par Jim Sheridan et porté par l'acteur Daniel Day-Lewis. On se retrouve avec la même thématique que lors des émissions précédentes, le thème qui est Fils d'eux et la problématique d'où viennent nos racines. Quel lien tisse-t-elle avec le sang? Faut-il connaître son passé pour aller vers l'avenir? Et de quoi se construit-on? Alors je ne suis bien évidemment pas tout seul pour essayer de répondre à ces questions. Je suis accompagné de toute l'équipe Ciné Club. Bonjour à Marie, bonjour à Jade, bonjour à Agnès, à Raphaël et à Maël. Bonjour Bonjour Alexis. Alexis. On va tout de suite commencer par une présentation. Je donne dès à présent la parole à Marie. Merci Alexis. Alors donc le film c'est sur Belfast en 1974 avec Jerry Conlon et sans emploi vie de débrouillardise et de petits larcins. Un jour, alors qu'il récupérait de la ferraille dans un immeuble désaffecté, il attire malencontreusement en provoquant une émeute les forces britanniques dans une planque de l'IRA. Contraint de fuir à l'ombre avec son ami Paul, ils se retrouvent tous les deux hébergés dans une communauté de hippies. Mais le drame éclate lorsque le 5 octobre 1974, un attentat est commis à Guildford, une ville de la banlieue londonienne, dans un pub fréquenté par les soldats. Le bilan de 5 morts fait que l'opinion populaire ulcérée réclame à la police les coupables de cet acte terroriste. Jerry, dénoncé pour une sombre histoire de jalousie par un hippie, semble pour la police le coupable idéal. Après un interrogatoire musclé, le jeune Irlandais, à bout de force, signe des aveux qui le mettent en cause, lui et ses amis, ainsi qu'une partie des membres de sa famille, dont son père. Alors, adolescent, Jim Sheridan évolue dans une petite troupe théâtrale fondée par son père. Après des études d'anglais et de philosophie à l'University College de Dublin, il consacre son temps au théâtre, assurant la direction artistique du projet Art Center de Dublin de 1976 à 1980, puis dirigeant l'Irish Art Center pendant 5 ans. Étant maintenant scénariste officiel, il redécouvre Daniel Day-Lewis en 1993 pour ce film inspiré du procès à scandale des 4 de Guildford. Alors, pour rappel, les 4 Guildford sont 4 jeunes gens qui ont été accusés et condamnés à tort à la prison à vie par la cour d'assises d'Old Bailey à Londres en octobre 1975 pour les attentats des pubs de Guildford commandités par l'armée républicaine irlandaise provisoire et qui avaient fait 5 morts et plus de 100 blessés. Les 4 de Guildford ont passé plus de 15 ans en prison avant que leur condamnation soit annulée par la cour d'assises. Considérés comme complices des 4 Guildford, un autre groupe, les 7 Maguire, ont également été condamnés et emprisonnés à tort dans cette affaire. Il s'agit des membres de la famille de Jerry Conlona, dont son père Patrick Giuseppe Conlon, qui mourut en prison. Sa tante et ses cousins de 14 et 16 ans, et la plupart reconnus coupables de fabrication ou de détention d'explosifs. Ensuite, pour rappel, ce conflit commence dans une seconde moitié des années 1960 par un mouvement pour les droits civiques, contre la ségrégation confessionnelle que subit la minorité catholique. L'opposition entre républicains et nationalistes, principalement catholiques d'une part, et unionistes, principalement protestants d'autre part, sur l'avenir de l'Irlande du Nord, entraîne une montée de la violence qui dure pendant 30 ans. Parmi les tristes épisodes sanglants, le 30 janvier 1972, The Bloody Sunday, cette violence est le fait de groupes paramilitaires républicains comme l'IRA provisoire, dont le but est de mettre fin à l'autorité britannique en Irlande du Nord et de créer une république irlandaise. Donc l'IRA, c'est ceux qui sont responsables de l'attentat avec Guildford. Et ensuite aussi, la violence est faite aussi par rapport aux loyalistes comme l'Ulster Volunteer Force, formé en 1966 pour stopper ce qu'il perçoit comme la détérioration du caractère britannique du pays. Aussi des émeutes populaires et pour finir des forces de sécurité de l'État et l'armée britannique. Ok, merci beaucoup Marie et Jade. On voit bien un travail historique, un travail qui est là pour montrer au maximum la vie et le quotidien de ce qui s'est passé pour ces gens. Je vais dès à présent laisser la parole à Raphaël qui va nous faire un petit portrait de Jerry. En fait, au début du film, Jerry, c'est le personnage principal. Il est dépeint comme un adolescent un peu au temps de l'IRA, un peu, qui subit toutes ces actions. Il est
la première scène qu'on voit avec lui, c'est il est en train de voler de la ferraille sur un toit et pris pour cible par des militaires britanniques. Et donc on voit bien qu'à ce moment-là, il est assez immature mais que derrière tout ça se cache en fait une vie assez difficile, des conditions de vie très pauvres. Donc il essaye de s'en sortir malgré tout. Et c'est pour ça qu'il va quitter sa terre d'origine pour se rendre à Londres, où il va mener une vie plus de plaisir, pas très réfléchie. Donc on voit bien à ce moment-là qu'il est très immature comparé aux éléments qui vont bouleverser sa vie dans le futur. C'est un peu une version moins réfléchie et moins adulte de lui-même. Il subit plus les événements, il ne réfléchit pas au long terme, il ne sait même pas où est-ce qu'il va dormir la nuit d'après. Et ça va le pousser à faire des actes comme des cambriolages qui vont avoir de forts impacts sur sa vie plus tard. Donc en fait, on voit bien qu'il est plus impulsif et qu'il ne réfléchit pas trop à ce qu'il va faire. À ce moment-là, Jerry, c'est en fait un personnage assez immature. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va voir qu'au fil du film, il va bien évoluer et c'est avec le début et la fin, on va être vraiment magistral. Grâce à ça, dès le début du film, on voit bien que c'est une peinture qui est très réaliste de la société irlandaise qui subit en fait une guerre civile. Donc c'est assez plaisant en fait de voir toutes ces habitudes de vie au quotidien des personnages où on s'y croirait presque, on croirait vivre avec eux en fait. C'est ça qui donne vraiment un fort réalisme à toutes ces scènes. Et justement, on peut parler du cinéma britannique, puisqu'il a beaucoup évolué du documentaire au genre fétiche de Ken Loach. On appelle ça le réalisme. Donc ce genre est une veine très connue en Angleterre. En effet, ce réalisateur va s'emparer de ce genre et va secouer le cinéma britannique par son approche incisive de sujets sociaux, dépeignant des personnages marginaux dont les inspirations se heurtent à l'incompréhension, voire la répression de leur entourage. Il parvient à susciter l'émotion par une minutieuse appréhension du réel, et c'est de ce genre que beaucoup d'autres réalisateurs vont s'inspirer. D'ailleurs, un film qu'on peut prendre comme exemple, c'est celui d'ailleurs de Ken Loach qui s'appelle The Old Oak et qui est récemment sorti au cinéma. On y suit dans un village minier du nord de l'Angleterre l'arrivée des réfugiés syriens. Donc on voit bien toute cette pauvreté et toute cette précarité des gens qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir, pour se chauffer, et qui malgré tout essayent de vivre, et face à l'arrivée de nouvelles personnes, la peur. Et en fait, on est très proche des gens, et même si c'est pas quelque chose de très glorieux, c'est quelque chose qui nous édifie, et c'est quelque chose qui est amené par ce réalisme, et c'est ça qui rend ce cinéma très touchant à mes yeux. Donc en clair, le modèle de Jim Sheridan est donc de rentrer dans les foyers de la communauté irlandaise. On vient venir rentrer dans leur quotidien et c'est pour ça que lorsque le personnage de Jerry fait l'erreur et ramène les policiers, on voit tout le filement, tous les procédés que la communauté irlandaise a mis en point. Donc en fait c'est vraiment on va dire, leur quartier, un quartier purement irlandais qu'ils dirigent, qu'ils s'entraident. On voit même les gens, entre guillemets, mis à part, comme les femmes et les enfants en temps de guerre, qui là, ici, eh ben, contribuent. Donc on a vraiment une sorte de guerre civile et donc de communauté totale. Donc le film est aussi très violent, donc même si au début les scènes de lutte de la communauté irlandaise peuvent paraître enfantins, comme je dis précédemment, il y a des enfants, des femmes, ce n'est pas la guerre totale, mais en fait les Anglais vont petit à petit faire preuve de violence inouïe envers Jerry, et je vais laisser Maëlle et Agnès décrypter ce sujet. Donc, durant ce film, on a pu voir différentes violences. Par exemple, lors des interrogatoires où l'on a emprisonné Jerry et sa famille, ils ont eu des menaces. Par exemple, Jerry, il a été menacé par un officier de tuer son père afin qu'il signe un papier. Durant les interrogatoires, on les force même à avouer que c'est eux qui ont commis l'attentat et par cela on utilise évidemment la menace sur leur famille.
bien évidemment munis d'un pistolet contre leur front afin de les forcer à accepter leur sort. Oui, même on les gifle, on les bat d'après ce qu'ils ont dit au procès. Et, et lors même du procès, on veut même trouver des coupables. Les coupables justement des attentats. Et le gouvernement accuse justement Jerry et sa famille pour justement l'intérêt du peuple. Il y a même la foule qui lance des insultes très poignantes aux accusés alors qu'ils sont innocents. On a aussi différentes tortures physiques. Par exemple, dans la prison, on a beaucoup de violence par rapport aux deux camps, que ce soit les prisonniers sur les gardiens, mais aussi les gardiens sur les prisonniers. Par rapport aux prisonniers qui font de la violence sur les gardiens, on a une scène où un détenu envoie un cocktail sur l'un des gardes et qui prend feu et qui sera défiguré. Alors que aussi, on a aussi des gardiens qui parlent mal aux prisonniers et qui même les rabaissent. Dans la prison, on sent réellement un climat d'insécurité, toujours propice à la bagarre, notamment au moment du repas. Celles-ci sont d'ailleurs assez régulières entre prisonniers opposés. Et pour revenir au personnage de Jerry, c'est vrai que c'est à ce moment-là du film, en fait, on voit il y a un changement. Ça se voit dans son regard, la peur qui s'installe. Et là, en fait, il essaye de lutter, mais il n'y arrive pas. C'est une force qui le dépasse. Il ne peut rien faire contre tout ça. Et il fléchit. Et petit à petit, il va se fléchir jusqu'à même se briser et devenir un autre homme qui est contre la justice, une justice qui est injuste et qui le force à avouer des faits qu'il n'a pas commis. Et donc on voit bien, c'est à partir de là qu'il se transforme, qu'il devient un peu plus adulte, peut-être comparé à l'enfant qu'il était auparavant. Et c'est assez difficile de le voir se transformer ainsi. Et on le voit changer physiquement aussi, ses yeux, son regard sont plus posés et son attitude moins puérile. Donc on voit bien qu'il y a deux Jerry, un jeune et un peu insouciant de la vie, et l'autre qui, après avoir subi cet interrogatoire, qui va voir sa vie basculer et bouleversée à jamais. La prison dans Au nom du père est un élément central, car c'est là que Jerry Conlon passera 15 années de sa vie. Dès son arrivée, il est sifflé, les détenus le regardent avec méfiance, d'un regard noir. Un prisonnier passant devant lui va même mimer des actes sexuels, laissant penser qu'il va arriver une agression sexuelle à un moment ou à un autre du film. Le lieu est constamment en proie à la violence, avec des bagarres, notamment à l'heure du repas, mais c'est également un lieu où se forment des alliances et des amitiés. Jerry Conlon s'est lié d'amitié avec le réel coupable des attentats pour lequel il a été accusé, Joe McAndrew. Étant sous son influence, il participera à l'attaque contre le gardien de prison, alliance qu'il va regretter par la suite en disant à Joe McAndrew « Jamais de ma vie, je n'ai eu envie de tuer quelqu'un jusqu'à aujourd'hui ». Toutefois, il se lia d'amitié avec des personnes moins néfastes que Joe McAndrew, les Africains de la cellule à côté qui passent leur journée à fumer de la drogue cachée par la femme de l'un d'eux dans un puzzle représentant un planisphère. Et c'est justement dans cette prison qu'on va pouvoir voir une réelle évolution entre Jerry et son père, puisque au début du film, leur relation est très compliquée, ils n'arrivent pas à se comprendre. Jerry est aussi immature et ne prend pas forcément les bonnes décisions, même si son père essaye de le raisonner. Donc là, on pourrait penser que ces réactions peuvent être à cause du fait qu'il essaye désespérément d'attirer l'attention de son père. Et une fois arrivé en prison avec son père, une dispute va éclater entre les deux. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que leur relation va vraiment commencer à évoluer, puisqu'ils vont tous les deux faire des efforts pour essayer de se comprendre et en évitant de se frustrer contre l'un et l'autre. Et aussi, on peut voir que, vu qu'il est en prison, Jerry n'a plus rien d'autre à faire que de réfléchir à sa propre condition, à affronter ses problèmes et surtout ses peurs. Et c'est notamment la peur qu'il a d'être seul et de ne pas savoir prendre la relève. On peut voir ça notamment quand son père va bientôt mourir et où ils ont une conversation où ils vont réussir à pouvoir s'ouvrir émotionnellement à l'autre. Et à la mort de son père, il va notamment s'efforcer à devenir meilleur pour réussir à avancer. Donc on comprend toute l'importance de Giuseppe dans le film. Il va venir comme un point d'appui pour Jerry parce que il se livre lui-même en prison pour accompagner Jerry, pour accompagner son fils en prison. Et malgré toutes les bêtises, toujours le comportement puéril de Jerry, eh bien Giuseppe va rester là
droit, enseignant des valeurs comme le courage, la, de l'éthique, parce que il montre l'absurdité du duo qui va former avec McAndrew, alors qu'en fait il est en prison par la faute de ce terroriste, et en plus de ça, l'association se fait en prison, et même pas en dehors pour l'attentat. Donc Giuseppe va être un homme droit qui va combattre pour la justice et qui, lorsqu'il périra, Jerry héritera donc de toutes ces valeurs. Et c'est à partir de ce moment-là, la mort de son père, que Jerry va un peu se transformer une dernière fois dans sa version finale en quelque sorte. En effet, suite à ça, il va s'éloigner des mauvaises influences de Joe McAndrew et des drogués de la cellule d'à côté. Et il va aussi se mettre à la musculation. Il va donc forger son corps et son esprit. On voit bien qu'à partir de là, il est plus réceptif à l'avocate qui vient l'aider pour sa cause, qui avant lui semblait désespérée. Il semble vouloir s'en sortir et il veut faire avancer les choses. Et on voit bien qu'à partir de ce moment-là, vraiment, il devient une meilleure version de lui-même qui lui permet d'avancer dans la vie et de comprendre mieux les choses. En fait, c'est la version vraiment mature, totalement, et adulte de lui-même au stade final. Effectivement, Raphaël, tu évoquais la scène de la mort, mais en fait, la mort ne vient pas en une scène, elle ne frappe pas d'un coup. On peut voir une évolution, le père qui perd sa santé petit à petit, et en fait, on constate même un moment le père en pleine agonie, et c'est maintenant que l'humanité des prisonniers va se révéler. Maëlle, il me semblait que tu avais quelque chose à dire à propos de ça. Oui, moi, cette scène, elle m'a beaucoup émue parce qu'en fait, on découvre Jerry qui parle avec son père, sachant qu'ils viennent juste de parler. Et en fait, à un moment, il y a un silence dans la chambre des deux prisonniers. Et c'est à ce moment-là que le personnage principal il découvre son père en train d'agoniser, il crie à l'aide. Et même les secours arrivent et ils descendent avec le père sur le brancard, attaché. C'est très poignant, je trouve. Donc on comprend que les prisonniers sont même eux choqués dans cette scène. Et en fait, même si ces gens sont des dangereux criminels et tout ça, eh bien, on va voir qu'il y a quand même des scènes où l'humanité prend le dessus. Par exemple, Jade, elle a une scène qui l'a justement marquée. Effectivement, on peut voir, donc comme tu l'as dit, l'humanité qui ressort malgré le fait qu'il soit criminel. On peut le voir notamment quand il va neiger, puisqu'ils vont faire une bataille de neige dans la cour. Donc on peut voir que ça reste quand même des enfants malgré que ce soit des criminels. Donc on comprend que ici, Jim Sheridan essaye de réfléchir à la condition de prisonnier. Les prisonniers sont-ils là en prison pour protéger les gens en liberté ou pour être punis de leurs actes? Mais l'apogée de l'humanité, justement, des prisonniers, c'est bel et bien dans l'hommage à Giuseppe, un hommage où chacun des prisonniers va sacrifier un peu de lui, et surtout, Jim Sheridan va nous offrir un magnifique spectacle, et ça va permettre justement à contribuer à l'évolution de notre cher Jerry. C'est vrai que c'est une scène qui est très belle, vu qu'on voit que chaque prisonnier va brûler un petit bout de papier, va le jeter par la fenêtre, et ce fait que vu de l'extérieur, ça fait vraiment un très bel effet, comme une pluie de feu, pour rendre hommage une dernière fois à Guy Soupé. C'est vrai que la direction photo sur cette scène, personnellement, elle m'a directement marqué. On y voit tout le mur avec, comme Raphaël l'a dit, une pluie de feu. Chacun, dans sa cellule, sacrifie le peu qu'il a pour rendre cet hommage. Donc on se rend peut-être pas compte, mais ne serait-ce qu'un petit bout de torchon en prison peut facilement aider la vie. Ces gens sont privés de liberté, ils ne peuvent pas s'acheter des mouchoirs comme nous on le pourrait par exemple. Et bien ils viennent tous sacrifier quelque chose qui leur reste pour justement l'hommage à Giuseppe. Et même derrière tout ça, on voit bien que ça les lie entre eux, vu qu'il y a plein de césures au sein des prisonniers. Il y a les Irlandais, il y a les Anglais, et au final, ils se mettent tous ensemble pour rendre hommage une dernière fois. Donc ça rassemble tout le monde, et c'est ça qui est très beau aussi. Exactement.
les communautés de base qui étaient les communautés anglaises, irlandaises, vont en fait devenir la communauté des prisonniers. Chacun va unir ses forces pour la justice, ce qui est assez paradoxal venant d'une prison même. Donc ceci dit, on va pouvoir commencer nos mots de la fin. Donc Jade, si tu veux bien commencer, je te laisse l'honneur. Merci Alexis. Moi, j'ai une scène qui m'a vraiment touchée, c'était la scène de la fin, donc au tribunal quand ils sont reconnus non coupables. Donc on peut voir la délivrance sur la tête des personnes qui avaient été condamnées à tort, mais aussi Jerry il va sortir par la porte d'entrée en courant. Donc ça montre déjà qu'il est bien innocent et aussi qu'il va commencer à défendre l'injustice en l'honneur de son père. Moi, je voudrais faire mon mot de la fin sur l'avocate Gareth Pierce parce que je trouve que c'est un personnage très important dans l'histoire parce que même si elle arrive seulement vers la fin du film, elle est très marquante car elle fait partie des personnages qui se sont battus jusqu'au bout pour rendre justice et elle n'a jamais laissé tomber malgré toutes les difficultés. Moi, ce serait plutôt revenir sur le titre même du film, qui est sans doute polysémique, au nom du père. En effet, ça peut être le nom du père, au nom du père du héros, de Jerry, qui veut rendre justice auprès de son père qui a fini ses jours en prison pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Ou peut-être, on peut penser que ça peut être aussi par rapport à la religion, qui fragmente le Royaume-Uni entre les Irlandais qui sont catholiques et les Anglais qui sont anglicans. Donc on voit bien qu'il y a d'un côté un fort aspect de la religion, mais aussi l'aspect paternel. Moi, pour mon mot de la fin, je voulais parler de lors du procès. On remarque bien un changement de mentalité entre la population et les condamnés. En effet, lors du premier procès, toute la population était contre ces Irlandais qui étaient accusés à tort, normalement. Et justement, après ce dernier procès où on a la libération de tous les personnages, ça a été une délivrance pour eux et la population a changé de mentalité. Ils sont même pour rendre justice à Jerry et à sa famille qui a souffert pendant plusieurs années. Donc mon mot de la fin, ce serait sur la justice, car une large partie de la justice dans ce film est incompétente, corrompue. On ne cherche pas la justice, mais bien un coupable. La justice, ça doit être le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite, de manière juste, en respectant tous les droits d'autrui. Et au début du film, Jerry avait réellement foi en la justice, car ses actions pouvaient être réfutées, donc il ne s'attendait pas à devoir en subir les bavures. Mais dans ce film, pendant bien longtemps, la justice était l'intérêt des plus forts, comme dans la République de Platon, selon Thrasymach. C'est pour cela que Jerry Conlon subit dans ce film l'injustice de la justice, subissant alors 15 ans de prison, en étant innocent, lui enlevant alors toute sa jeunesse, ses rêves et son innocence. Et même son père. Donc, moi, pour mon mot de la fin, on va un peu alléger les tensions et on va parler de l'évolution capillaire de Jerry. Une évolution qui peut être drôle à entendre au premier abord, mais qui en fait est un peu un symbole du sérieux que va acquérir Jerry. Donc, bon, je suis pas là pour dire que les gens avec des longs cheveux et un style hippie ne sont pas sérieux, mais on va dire que c'est un peu la représentation de l'opinion publique. Donc merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci à mes collègues du Ciné-Club de Notre-Dame et surtout à Maëlle de s'être plutôt jeté dans le bain. Et surtout, merci à Radio Club de Wallers de nous permettre de projeter nos ondes sur les leurs. On se retrouve donc dans une nouvelle émission plus tard, soit Captain Fantastique. On a hâte de vous retrouver, mais n'oubliez pas, les films c'est la vie. Mais la vie, ce n'est pas un film.